Bonjour et bienvenue à la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Bon courage à tous les candidats. Grand merci aux membres du jury et merci aussi à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. J'ai le plaisir de me présenter. Je m'appelle Dora Monastir et je suis chargée de la coopération universitaire et des partenariats à l'Institut français de Cluj. Petit rappel sur le concours Ma thèse en 180 secondes. Il est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale, par l'ambassade de France en Roumanie et par l'Institut français de Roumanie, et arrive cette année à sa 4e édition. L'enjeu du concours, comme vous le savez déjà, est de soumettre les doctorants et les jeunes docteurs à un très bel exercice de synthèse. Concrètement, ils sont censés présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire profane et diversifié, en 3 minutes seulement et en utilisant une seule diapo. L'exposé le plus clair, le plus concis et bien sûr le plus convaincant aura le privilège de représenter la Roumanie à la finale internationale de Paris en automne 2021. Avant de continuer, je vais donner la parole à Madame Hélène Ross, qui est la directrice de l'Institut français de Roumanie, pour nous transmettre ses pensées lors de cette édition tout à fait particulière. Merci beaucoup, Dora Monastir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier de vous réunir ce dimanche après-midi pour cette finale de ma thèse en 180 secondes. Et je voudrais remercier donc tous les étudiants participants, remercier les membres du jury aussi de son temps, parce que c'est toute une après-midi que vous allez passer à écouter, à évaluer et pour déterminer le vainqueur de cette réunion. Alors tout le monde est un peu vainqueur, hein, il faut le dire, hein. C'est une belle initiative qui est destinée à valoriser la recherche en français. Et je souhaitais dire que j'étais particulièrement heureuse de voir encore cette année ce nombre d'étudiants qui participent à cette initiative. En regardant le programme, je constate également qu'il y a cette année un grand nombre de thèses dans le domaine des sciences exactes, mais les sciences humaines ne sont pas en reste. On est toujours impressionné par la diversité des sujets qui sont très souvent aussi liés aux enjeux de notre société, aux enjeux de l'actualité. Donc, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance. Et puis encore une fois, remercier les membres du jury du temps passé pour évaluer ces travaux. Les délibérations sont toujours extrêmement intéressantes pour ce type d'initiative, parce qu'il est difficile parfois de déterminer quels sont les lauréats de cet événement. Et je voulais dire aussi que nous sommes ravis de mener cette initiative conjointement avec l'agence universitaire francophone pour, encore une fois, valoriser la recherche, faire connaître aussi plus la recherche au grand public, faire connaître l'importance des travaux doctoraux au grand public. Et je remercie les candidats du caractère concis, synthétique et clair par lequel ils vont nous montrer l'intérêt de leur recherche. Et je pense que le public, à la fin de cette journée, aura appris beaucoup de choses. Bonne chance à toutes et à tous. Merci, Madame Hélène Ross. Donc, pour cette 4e année du concours Ma thèse en 180 secondes, 12 docteurs et doctorants représentant des universités de Bucarest, Cluj, Iași, Constanța sont en compétition devant le jury pour la meilleure présentation en 3 minutes de leur projet de recherche. Nous vous remercions encore une fois, chers membres du jury, pour avoir accepté notre proposition. On sait qu'aujourd'hui, votre mission est loin d'être facile. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et je vais donc laisser la parole à notre premier jeune docteur. Évidemment, c'est une position un peu compliquée d'ouvrir le bal, mais bon, quelqu'un doit le faire. Alors, Monsieur Marius Dan Constantin, qui vient de l'Université technique de Cluj et qui a déjà soutenu sa thèse intitulée Contribution concernant l'approche Lean Six Sigma, amélioration dans l'industrie automobile.
Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez commencer en 3, 2, 1. Oui, saviez-vous que le système de production Lean avait aidé le Japon à atteindre la suprématie mondiale? Saviez-vous que l'approche statistique a été l'outil stratégique des États-Unis pour gagner la guerre? Saviez-vous que la synergie entre Lean et Six Sigma est capable de faire gagner des milliards? Ma thèse s'est justement penchée sur l'intégration des deux méthodes, ce qui m'a fait recenser, ficher et ordonner plusieurs dizaines de méthodes. Ces méthodes sont des outils, des trucs ficelles permettant aux dirigeants de résoudre leurs problèmes. Toutes les boîtes ont des problèmes, vu qu'elles ont des sacrées compétences à créer des usines à gaz et des tonnes de gaspillage. J'avais commencé ma thèse par des recherches sur l'efficacité des entreprises. Une des recherches avait porté sur l'amélioration des processus. Les dirigeants ont été sensibilisés à l'analyse de l'efficience des systèmes de production en synergie avec les systèmes qualité. Par la suite, on a défini des centaines de projets d'amélioration. Basée sur l'étude des projets, ma thèse présente des dizaines de cas d'études et traite d'un sujet toujours innovant. Assurer la traçabilité depuis le problème jusqu'à la solution maîtrisée, la pierre philosophale de toute méthodologie. Comme derrière toute réussite se cache pas mal d'échecs, j'ai été poussé à rajouter un chapitre sur les bonnes pratiques, doublé de méthodes capables de diminuer le niveau d'abstractisation. J'ai mis l'accent sur la vulgarisation de la recherche. Sur plus de 450 projets, il n'y a pas eu du copier-coller. Ma thèse se présente donc comme un exemple d'approche holistique balayant les systèmes de l'entreprise, production, qualité, maintenance, logistique, tout ça. Qu'est-ce qui m'avait motivé pour cette thèse? Pouvoir démontrer la valeur ajoutée de la méthodologie Lean Sigma calculée sur la base d'indicateurs mesurables, comme la réduction des coûts et l'augmentation de la capacité. Les projets ont créé des économies de presque 29 millions d'euros. Qu'est-ce qui a motivé les stagiaires? La force de la méthodologie capable de transformer ingénieurs et gérants en leaders et dirigeants. Et puis, les jeux. On a joué comme des enfants, comme l'aurait souhaité de Saint-Exupéry. On a joué surtout à la Statapurte. Bon, tout cela pour vous résumer que des dizaines de stagiaires ont monté en hiérarchie grâce à leur projet réussi. Merci. Merci beaucoup, Dan Marius. On va maintenant poursuivre avec Madame Burlacu Yasmina Florina, qui vient de l'Université Politehnica de Bucarest et qui a déjà soutenu sa thèse, elle aussi, avec le titre « Matériaux oxydés aux propriétés catalytiques avancées obtenus en capitalisant sur les déchets industriels ». Vous êtes prête, Madame Burlacu? Oui? Alors, 3, 2, 1, c'est à vous. Salut! L'une des conditions à laquelle doit satisfaire la recherche appliquée est l'efficacité. Ma thèse est un modèle d'efficacité et même plus. Imaginez un échantillon de surface, rivière, lac, contaminé par deux substances organiques pour lesquelles il n'existe aucune méthode de traitement dédiée. Nous pouvons penser, par exemple, dans les eaux du Danube où dans certaines régions, nous constatons que la plupart des poissons sont asexués en raison de la persistance de certains produits chimiques de la classe d'œstrogène. Imaginez le pile de déchets résultat des activités d'exploitation de l'industrie minière qui occupent de volumes impressionnants polluant l'air, l'eau et le sol et qui n'ont pas d'usage quotidien. Dans les 2 minutes qui me restent, je vais décrire comment les deux problèmes peuvent avoir une solution commune, réalisable et abordable. Simple, voici comment. Par la valorisation de déchets qui viennent d'un bassin de résidus de l'industrie minière, par procédé de séparation, sont obtenus des oxydes de zinc, de cuivre et de titane. Ces oxydes pourront ensuite être utilisés pour la synthèse de matériaux spongieux et ayant des propriétés photocatalytiques. Après ça, dans la solution aqueuse, en présence de soleil, ces matériaux ont la capacité d'agir comme un catalyseur, facilitant la conversion du polluant organique en CO2 et par conséquent, le résultat sera 100% pur.
La méthode décrite ci-dessus était testée sur 3 composés de différentes classes similaires aux pesticides, aux estrogènes et aux colorants qui sont largement utilisés. Ce matériau spongieux, qui a été breveté en tant que premier retour, joue un rôle de catalyseur permettant de réagir et d'accélérer la réaction sans se consommer, ce qui constitue un avantage économique. Ces oxydes métalliques, avec leurs propriétés photocatalytiques, peuvent signifier un pas de plus vers l'économie circulaire et le développement durable. Je suis Yasmina de Roumanie et j'espère que les 3 minutes ont été édifiantes sur mon travail et le rôle que je conçois pour la science dans un monde meilleur et encore plus soutenable. Mais comme le disait Bernard Werber, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Enfin, un petit rappel, n'oublions pas qu'il n'y a pas encore de planète B où nous pouvons émigrer et sentir chez nous. Merci. Merci, Bourlakou Yasmina, pour votre exposé dans le domaine de sciences et ingénierie des matériaux. On va donc aller plus loin et on va poursuivre avec Monsieur Grbovianu Andrei Sorin, qui vient de l'Université technique de construction de Bucarest et l'Université de Montpellier et qui prépare maintenant une thèse qui s'intitule « Approche multi-échelle de la dégradation chimique de matériaux cimentaires, application à la durabilité des ouvrages en béton ». Dites-moi si vous êtes prêts. Oui, je suis prêt. D'accord. Alors, 3, 2, 1. Oui, c'est parti. Bonjour. Construire, c'est abriter la vie et les activités qui se déroulent tout autour. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde. Il sert non seulement à bâtir les maisons dans lesquelles nous vivons, mais aussi les bâtiments dont nous avons besoin pour nos activités. Sauf que ce matériau si utilisé dans nos jours se trouve lui aussi menacé de temps en temps. Non seulement qu'il doit soutenir des poids pour pouvoir garder debout les structures, mais les conditions environnementales peuvent lui nuire aussi. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulée ma thèse. Comment le béton maintient sa résistance dans un environnement acide agressif qui tend à pénétrer à son intérieur afin de diminuer sa cohésion. Bon, le sujet a été déjà traité jusqu'à présent, mais ce sont les moyens expérimentaux actuels qui permettent une investigation plus ciblée. En fait, le béton en tant que matériau est une association entre 2 matières de base, les cailloux utilisés en tant que granulats et le liant, la pâte de ciment qui assure la connexion entre ces granulats. Et c'est exactement à la frontière entre les granulats et la pâte de ciment où se forme la zone la plus vulnérable à l'intérieur. Donc, à travers mon ouvrage, on a soumis la liaison pâte de ciment-granulat dégradée chimiquement à des forces afin de déterminer sa capacité de résister. Et non seulement sa capacité de résister, mais aussi les facteurs qui influencent la résistance résiduelle après la dégradation chimique. Il s'avère donc que l'effet au niveau de la liaison pâte de ciment-granulat est assez significatif et que les moyens employés sont capables de mesurer ces effets. Bien sûr, tout n'est pas encore accompli. On a pour l'instant plutôt une image de l'ensemble sur le phénomène, mais des pistes pour clarifier les aspects particuliers semblent s'ouvrir. Tout cela pour pouvoir ensuite déterminer la façon dont le béton se comporte à long terme afin de déduire sa durée de vie probable. Oui, on a besoin de bon béton pour construire de manière durable et cela passe par des essais et des modèles qui nous aident à trouver comment le faire. Puisque le béton et les structures construites avec son apport ont encore tant de choses à nous dire sur comment l'intégrer dans l'environnement. Merci. Merci, Grbovianu Andrei, pour votre exposé. Nous allons accueillir maintenant virtuellement la nouvelle candidate. Il s'agit de Hrostea Laura, qui vient de l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iași et qui est aussi un jeune docteur en physique qui prépare une thèse qui s'intitule « Étude des propriétés optiques et de transport électronique de certains fils minces à base de polymères conjugués pour des applications de cellules solaires organiques ». Vous êtes prête? Oui. Alors,
On a aussi la diapo. Alors, 3, 2, 1, c'est à vous. Nous utilisons la technologie tout le temps, du portable jusqu'à la voiture avec laquelle nous allons au boulot, et pas seulement. Quel que soit l'appareil utilisé, de l'énergie est nécessaire, et l'énergie peut être obtenue à partir des sources régénérables ou pas. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les dispositifs qui permettent de transformer l'énergie solaire en électricité, à savoir les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont constitués de cellules solaires, chacun étant responsable de la conversion d'énergie solaire en énergie électrique. La structure d'une telle cellule peut être comparée d'une manière suggestive à un hamburger. Pourquoi? Parce que tout comme celui-ci, la structure de la cellule est constituée d'un empilement de couches de différents matériaux ayant chacun des rôles très importants, tout comme le steak haché, le pain ou le fromage dans un burger. La couche directement responsable de la conversion d'énergie, l'équivalent du steak haché, c'est les couches actives. Par exemple, pour les cellules solaires organiques, il s'agit d'une couche mince à base de polymère, et pour les cellules inorganiques, il s'agit d'une couche en silicium, une sorte de burger végétarien. Un paramètre important dans la caractérisation de la cellule est l'efficacité de conversion, c'est-à-dire la capacité de la cellule à transformer les rayons de soleil en courant électrique. Et ces rendements prennent en compte les performances de toutes les couches de la cellule, tout comme les goûts de burger. Il n'est pas donné uniquement par le steak haché. Mon intérêt, c'est porté sur le steak haché. Non, désolé, je voudrais dire sur la couche active. Pour trouver une recette optimale pour la préparation, et à cet égard, j'ai utilisé deux polymères différents auxquels j'ai ajouté du sel et du poivre, dans mon cas, des fullérenes et des non-fullérenes. Ensuite, j'ai fait une étude pour voir à quel point ils sont transparents ou à quel point ils sont électriquement conducteurs, pour voir comment les électrons fraîchement libérés par les rayons du soleil circulent à travers la couche, puis à travers la cellule, jusqu'à ce qu'ils soient collectés par les électrodes et envoyés plus loin à travers les fils jusqu'à une ampoule. Pour en finir, j'ai fait une étude comparative des propriétés de ces deux polymères en identifiant lequel des deux a le potentiel photovoltaïque le plus prometteur. Exactement comme choisir entre un burger au bœuf ou un burger au poulet. Merci. Merci beaucoup, Laura Rosta, pour votre exposé. Nous arrivons donc à notre 5e candidat, qui s'appelle Steriu Luminita et qui vient de l'université Ovidius de Panza. Elle prépare une thèse en sciences humaines qui s'intitule « Les modes d'articulation entre discours d'autrui et discours propre dans l'écriture du mémoire de master ». Bonjour Luminita. Bonjour. On attend aussi votre diapo. La voici. Alors, si vous êtes prête. Oui, je suis prête. Parfait. Alors, 3, 2, 1, c'est à vous. Citez, mais pas trop. Soyez originaux, mais référez-vous à vos prédécesseurs. Ne copiez pas, mais n'oubliez pas non plus les travaux d'autres auteurs sur votre sujet. Comme les acrobates sur une corde, les étudiants en train de rédiger leur mémoire de fin d'études sont censés faire face à des contraintes strictes, parfois contradictoires. En effet, la rédaction du chapitre théorique du mémoire, travail normé à plus d'un égard, représente pour les scripteurs débutants un véritable défi. Sa mise en place suppose non seulement une compréhension approfondie des sources consultées, mais aussi des compétences de reformulation qui permettent d'éviter le plagiat et l'abondance de citations. Plagiat et abondance de citations qui les feraient tomber dans la fosse au lion. Ce que je me propose dans ma thèse, c'est d'examiner la manière dont les étudiants rapportent les paroles d'autres auteurs afin de délimiter leur propre champ d'investigation à travers des techniques d'emprunt comme la citation et la reformulation.
Pour réaliser mon objectif, j'ai décidé de travailler sur un corpus formé de mémoires de master en sciences humaines, dans lequel j'ai isolé notamment les chapitres théoriques les plus susceptibles de donner des casse-têtes aux étudiants. Les principales questions que je me pose: comment s'opère l'intégration des dires d'autrui dans la production des étudiants? Les jeunes scripteurs maîtrisent-ils les différentes techniques de reformulation? Les emprunts aux sources sont-ils clairement indiqués comme tels? Ou bien les étudiants s'approprient-ils le texte reformulé sans référence aucune? L'analyse que je mène est très minutieuse et sa mise en place requiert un véritable travail de chasse au trésor. Après avoir classifié les techniques d'emprunt en différentes catégories en fonction de différents critères, j'ai commencé à confronter les ouvrages cités par les étudiants au passage reformulé correspondant. Et pour ce faire, j'ai utilisé d'une part Internet et d'autre part différentes bibliothèques de Roumanie et de France. Ici, j'ai vu ce que les étudiants empruntent, ce qu'ils laissent de côté, ce qu'ils font subir à leurs emprunts et comment ils mettent en œuvre les emprunts à l'intérieur de leur production. Où j'en suis dans mon chemin? Je suis en train de nuancer mes remarques afin de comprendre où se situe la ligne fine entre la citation acceptée par les instances universitaires et le plagiat banni de tous les côtés. Ce n'est pas simple, mais le but final serait d'aider les étudiants jeunes chercheurs à réaliser leur numéro d'acrobatie intellectuelle sans défaut. Et je compte y arriver. Merci. Merci, Lumini Pasteggio. Et on arrive à notre 6e candidat qui s'appelle Amaury Jamin et qui est jeune docteur de l'Université technique de construction de Bucarest en Roumanie et de l'École royale militaire. Il a soutenu sa thèse qui s'intitule Confort thermique et qualité de l'air dans l'habitacle des véhicules. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez parfaitement? Oui, tout va Oui. excellent. Oui, ça va, ok, parfait. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Regardez ces images de voitures dans les embouteillages à Bucarest. Fermez maintenant les yeux et imaginez que vous êtes dans votre voiture pour aller au boulot. Vous sentez un léger mouvement d'air, ni trop fort, ni trop faible. Vous avez la sensation d'avoir ni trop chaud, ni trop froid. Vous vous sentez vraiment bien dans votre corps. Cette situation, comme un rêve, s'appelle le confort thermique. D'autres jours, vous ne sentez plus de mouvement d'air. Vous commencez à transpirer, vos vêtements vous collent. Votre rêve devient un cauchemar. Ouh là là, réveillez-vous, il est vraiment temps. Ce cauchemar s'appelle l'inconfort thermique. Nous y voilà. Ma thèse doit permettre que votre rêve devienne une réalité en étudiant votre sensation de confort à l'intérieur des véhicules. Savez-vous que le confort thermique est devenu ces dernières années un facteur crucial dans la recherche automobile, dû à notre mode de vie plus rapide et le temps passé dans nos véhicules? Pourquoi? Car un environnement thermique confortable peut contribuer directement au stress ou à la concentration du conducteur, à la santé des occupants et indirectement à la consommation d'énergie et les émissions. Rendez-vous compte qu'aux États-Unis, il y a 26 milliards de litres de carburant qui sont consommés annuellement pour refroidir l'habitacle de vos voitures. Pour les voitures électriques, l'autonomie est réduite de 30% en hiver. De plus, le contrôle de la température et de l'humidité de l'air de l'habitacle contribue à éviter la formation de buée sur vos pare-brise, à assurer une meilleure visibilité et donc une meilleure conduite pour vous-même et vos enfants. Pour que votre rêve devienne une réalité, j'utiliserai les 3 piliers fondamentaux de la recherche, à savoir la théorie, des tests expérimentaux et des simulations numériques. Ça ressemble un peu aux jeux vidéo. Pour la théorie, de nombreux modèles mathématiques permettent de quantifier ce niveau de confort. Ceux-ci sont basés sur des paramètres environnementaux, vitesse, température, humidité de l'air et l'intensité du soleil. N'oubliez pas que vos paramètres personnels jouent également un rôle, comme votre niveau d'activité, votre âge et vos vêtements. Mais ces modèles mathématiques doivent être calibrés en fonction du contexte de la thèse et de ses paramètres. C'est pourquoi je vais devoir réaliser de nombreux tests expérimentaux pour valider et calibrer ces modèles par des simulations numériques. Les constructeurs, en général, cherchent à produire des voitures plus sûres, plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement, mais en oubliant trop souvent votre confort personnel. Ce que je souhaite simplement, c'est apporter ma petite pierre
à l'édifice que sera un système de ventilation optimisé au niveau du confort thermique, de l'efficacité énergétique et surtout individualisé. Faisons ensemble que mon rêve devienne votre réalité dans votre société dans 3 ans. Merci pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, qui vous remercions, Benjamin. Et on va continuer avec une doctorante en sciences politiques qui s'appelle Urs Andrea Bianca et qui prépare une thèse à l'université Babeș-Bolyai de Cluj. Sa thèse s'intitule « Le rôle du gouvernement privé indirect dans l'émergence des groupes armés au nord Kivu ». On attend aussi que sa diapo s'affiche à l'écran. Est-ce que de votre côté, Bianca, ça va? Vous êtes prête? Oui, oui, merci beaucoup pour l'introduction. Vous m'entendez? Oui, tout va bien. D'accord, merci. On attend la diapo et après, vous pouvez commencer à présenter votre sujet de thèse. D'accord. En 3 minutes, bien sûr. On ne voit pas encore la diapo. Est-ce que tu la vois, Andrea? Non. Elle n'est pas encore affichée. Là, c'est bon. Alors, 3, 2, 1, c'est à vous. Pour nous, ceux qui ne connaissons pas la guerre, il est très facile de parler de la paix. Même si la guerre et la violence apparaissent dans nos esprits, on pense naturellement à la Syrie, au Yémen ou à la guerre antiterroriste. Mais il y a des espaces dans le monde qui continuent à enregistrer des niveaux de violence encore plus élevés que certains endroits classés comme les plus violents du monde. Voyageons au cœur de l'Afrique. Nous sommes maintenant dans l'extrémité orientale de la République démocratique du Congo, où les massacres et les catastrophes humanitaires ont atteint l'apogée du chaos. Plus de 15 ans après la fin de guerre, la violence armée est en pleine ascension dans la région du Nord Kivu. La militarisation ne cesse de modifier le paysage politique du pays et la permanence et l'essor des groupes armés sont devenus des phénomènes récurrents. Ainsi, on assiste à un enchevêtrement vicieux des groupes armés. Lorsqu'une faction disparaît, une autre apparaît de ses ruines. La pléthore d'accords de paix et d'ingérences extérieures n'ont pas réussi à étouffer la spirale des violences criminelles. Comment peut-on expliquer ces phénomènes macabres? À mon avis, ce phénomène pourrait être compris si on l'analyse sous le spectre du gouvernement privé indirect, concept théorisé par personne d'autre que le grand philosophe africain Achille Mbembe. Loin du pouvoir étatique, dans un espace brisé du reste du pays, une nouvelle forme d'organisation du pouvoir reposant sur les principaux moyens de la contrainte, forces armées, moyens d'intimidation, taxation, tuerie, née dans les cadres des territoires qui ne relèvent plus d'une conception traditionnelle de l'État. Le Nord Kivu est un espace meurtrier où les gouvernements privés indirects émergent. Il s'agit de 43 groupes armés présents dans les territoires qui entretiennent l'état de rébellion et le banditisme quasi quotidien. Dans ma thèse, j'essaie de vérifier l'applicabilité de ces concepts en déchiffrant les processus d'émergence de cette véritable bourgeoisie militaire est-congolaise et plus largement en construisant une nouvelle grille de compréhension des groupes armés. Jury, public, en vous remerciant pour votre attention, je vous laisse digérer ces informations troublantes et profiter de la paix. Merci beaucoup, Andrea. Merci pour votre présentation. On va continuer et on reste à l'université Babeș-Bolyai de Cluj. Donc, on est toujours à Cluj. Et on continue avec Donto Adelina Nicoleta, qui prépare une thèse en sciences économiques. Sa thèse est intitulée La révolution numérique de la profession comptable. Donc, elle est doctorante à la faculté de sciences économiques et gestion des affaires de Cluj. On a aussi la diapo que vous avez préparée pour ce concours. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Alors, vous pouvez commencer en 3, 2, 1.
On connaît tous les faits que l'histoire de France est pleine de révolutions. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type d'événement. Et ça, c'est la révolution numérique de la profession comptable. Ce phénomène a déjà un impact pas seulement en France, mais dans le monde entier. En parlant du monde entier, savez-vous quelle est la personne avec plus de chances de survivre à la fin du monde? Évidemment, les comptables. Pourquoi? Parce que pour un comptable, la fin du monde se déroule à la fin de chaque mois. Avant la date de 25, un comptable doit enregistrer toutes les opérations économiques sur la base des factures, des reçus ou des relevés bancaires. Il doit préparer des situations et générer des situations financières pour les conseils d'administration ou pour l'État. Tenant compte de toutes ces tâches et des événements qui impactent l'économie aujourd'hui, on peut vraiment dire que la fin du monde est proche. La profession comptable s'est transformée au fil des ans, mais les armes du comptable sont restées les mêmes. Les crayons, l'ordinateur et ses connaissances. Malheureusement, ceux-ci ne suffisent pas à l'ère de la vitesse. À cause de ça, j'ai décidé, dans ma thèse de doctorat, d'investiguer comment les technologies émergentes comme blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou l'automatisation robotisée des processus impactent la profession comptable et quelles sont les solutions réalistes pour faire face à ces défis. Après un an et demi de recherche, je crois que je m'approche de trouver les bonnes réponses. La solution, on va faire le comptable un cyborg. Non, on ne va pas lui faire un terminateur, mais on va lui donner les outils et les instruments technologiques pour faire son travail et sa vie plus facile. Au lieu d'enregistrer toutes les opérations dans un système manuellement, pourquoi pas utiliser des logiciels ou des robots qui peuvent faire la même tâche en quelques instants. Auparavant, pour faire un inventaire, par exemple, il fallait aller dans un dépôt et compter ou vérifier tous les produits physiquement. Maintenant, avec l'Internet des objets, on peut avoir des données instantanément sur la qualité et la quantité de chaque produit enregistré dans le système. Auparavant, pour faire les rapprochements comptables, il était nécessaire de contacter plusieurs fournisseurs de données, comme la banque, les fournisseurs, les clients. Mais aujourd'hui, dans un système blockchain, par exemple, toutes ces données sont accessibles aux tout participants en temps réel. Donc, avec l'aide de ce type de technologie émergente, le comptable va avoir plus de temps pour démontrer autre qualité, comme la capacité d'analyser et d'interpréter des données, et il va travailler plus avec les personnes qui font partie du département informatique pour mieux comprendre comment ces technologies fonctionnent. En conclusion, la révolution numérique ne va pas remplacer la ressource humaine, mais va donner l'occasion de mieux démontrer son valeur irremplaçable. Je vous remercie. Très bien, 3 minutes pile poil. Et on arrive à Mick Felicia, qui vient de l'Université technique de Cluj-Napoca et qui est doctorante à la faculté des lettres. Elle prépare une thèse qui s'intitule « Les espaces de bord dans la littérature roumaine, symbolisme et typologie ». Est-ce que vous nous entendez, Felicia? Ça va? Oui, je vous entends. Nous, on t'entend aussi. Alors, on voit aussi la diapo. Tout est prêt. Si tu es prête aussi. Oui, je suis prête. Alors, tu vas pouvoir commencer en 3, 2, 1. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, chers candidats, je vais commencer ma présentation par un exercice d'imagination. Donc, fermez les yeux et imaginez-vous un espace particulier, un petit village ou une ville située au bord de la mer ou, si vous voulez, un espace situé sur une île ou au milieu du Danube. On dit que cet espace est un espace exotique par son place géographique et surtout par les habitants qui y vivent. Ici sont présents des Turcs, des Tatars, des Roumains, des Bulgares et des autres. Je vous demande maintenant si vous avez pensé jamais si dans une telle région, les hommes vivent dans une pleine communion, s'ils acceptent leurs voisins, s'ils voient les Turcs par exemple comme amis ou comme ennemis. Et ce qui est le plus important, si ces nationalités permettent que leur propre culture soit influencée
par les coutumes des autres. Ma recherche vise ces espaces de bord qui sont situés à la frontière de la Roumanie et qui, par l'intermédiaire de la fiction créative des écrivains, elles sont devenues des espaces littéraires distincts. Je parle de l'île Adakale, de l'île de Serpent, du sud de Dobroja, de la Bassarabie et de Banat. Ces gens sont intéressants parce qu'ils entrent en contact divers avec la civilisation orientale et occidentale. Ces contacts sont reflétés dans la prose après l'imagination des écrivains comme Mihail Sadoveanu ou Mihail Sebastian. Adakale, l'île disparue dans les eaux du Danube, est l'un de ces lieux de marche qui ne cesse pas à renaître dans la fiction littéraire. Ici, il y a un mélange entre les civilisations de bord où les différences disparaissent. Ici, le langage devient commun parce que les habitants se comprennent aussi par la mimique, la gestuelle, par les sentiments qui les unissent et ils se comprennent mieux que par la parole. L'écrivain britannique Patrick Leigh Fermor, dans son journal de voyage, dit que les Turcs et les Tatars qui vivent sur Adakale ne sont plus les mêmes guerriers. Ceux de notre époque sont plus sympas, gentils, conviviaux, et lorsqu'ils rencontrent un étranger, ils mettent la main droite sur la cœur, lèvres, front, poitrine et disent en chuchotement un bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Felicia. Je vois que le chronomètre s'est arrêté à la minute 2:25, mais en tout cas, vous n'avez pas du tout dépassé votre temps. Alors, on va continuer avec Rusu Mihaela. Bonjour. Bonjour, Mihaela. Oui, nous t'entendons très bien. Qui vient de l'Université des Arts George Enescu de Iași et qui prépare une thèse qui s'intitule « Genèse stylistique dans la création de Viorel Munteanu ». Elle est doctorante à la faculté d'études musicales à Iași. Alors, bonjour Mihaela. Bonjour. Vous êtes prête? Nous pouvons voir la diapo, oui, oui. Ça arrive. Oui. La voici. La diapo est affichée. Si vous êtes prête, vous pouvez commencer en 3, 2, 1, c'est parti. Vous êtes-vous demandé à quoi ressemblerait notre vie sans art, sans musique? Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans musique, car il nous donne la beauté dans les formes les plus pures. Mais je veux poser une autre question. La parole peut-elle être au service de la musique? Le mot peut-il illustrer cet art ou enrichir ses sens? Ma réponse serait que c'est possible. Par sa qualité principale, le musicologue, le chercheur en musique, met la parole au service de la musique pour révéler les significations inconnues. Il crée un pont entre le compositeur, l'interprète et le grand public. Dans ma thèse de doctorat, je crée un pont entre la création du compositeur Viorel Munteanu et le public. Je fais connaître la personnalité d'un créateur passionné et non conformiste de Iași. Dans ses créations, les compositeurs utilisent des thèmes musicaux inspirés du folklore ou de la musique byzantine d'une manière innovante. La tendance générale de sa musique est de créer un équilibre entre moderne et traditionnel. Il est caractérisé par des tendances avant-gardistes, mais avec une volonté de revivre le passé. Mais comment le compositeur peut-il créer cet équilibre? Par sa passion pour les valeurs culturelles de Roumanie qu'il souhaite promouvoir. Il dédie de nombreuses œuvres au poète Lucian Blaga, Mihai Eminescu et au compositeur George Enescu. Le compositeur fait une autre chose spéciale. Certaines lettres d'alphabet, d'A à H, correspondent aux notes de musique. C correspond à la note Do, D correspond à la note Ré, etc. Cette notation littérale de notes musicales fait la correspondance entre les lettres et les sons, et leur assemblage crée des mélogrammes. Le compositeur Viorel Munteanu extrait les notes musicales correspondantes au nom des poètes Lucian Blaga ou Mihai Eminescu et
créer des thèmes musicaux au mélogramme, le refrain ainsi un hommage musical. Un aspect important de la thèse de doctorat est l'analyse des mélogrammes dans le contexte de la création. C'est pourquoi je souhaite découvrir de nouveaux moyens d'analyse pour découvrir son style de composition, d'identifier d'autres mélogrammes et d'avoir une image complète de la création du viorel munteano. Je voudrais chanter un exemple dans une symphonie, symphonie numéro 1, Gloss, de viorel munteano. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. L'application des méthodes numériques dans l'analyse ouvrira une nouvelle voie pour découvrir l'univers musical d'une manière innovante et rapide. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mihaela Rousseau. Merci aussi pour le moment musical. Donc, on peut donner la parole à Sœur Machu Andrea Maria, qui vient de l'Université Babeș-Bolyai. Bonjour, Andrea. Nous entendez? Oui. Oui, très bien. Bienvenue. Alors, Andrea est doctorante à l'Université Babeș-Bolyai, faculté des lettres, et elle prépare une thèse intitulée « La traductibilité des textes juridiques, les stratégies spécifiques et les compétences transversales des traducteurs juridiques ». Vous êtes prête, Andrea? Oui? Alors, c'est à vous, donc 3, 2, 1. Bonjour. Comme tout professionnel dans son domaine qui doit prouver à lui-même, mais plutôt à son entourage, qu'il a le contrôle sur les activités développées, le traducteur doit être capable de traduire non seulement grâce à son flair, mais plutôt parce qu'il fait des efforts continus pour comprendre les divers aspects de son travail. Alors, les questions suivantes se posent naturellement. Que se cache-t-il derrière ces aspects? Les problèmes de traduction, les stratégies pour les résoudre, mais derrière l'effort continu, s'habituer à l'acte de traduire et maîtriser les notions théoriques, ou bien investir dans le développement des compétences spécifiques. La réponse à ces questions révèle l'objectif de ma thèse, identifier les problèmes et mettre en pratique les stratégies spécifiques du domaine de la traduction, notamment de la traduction juridique, mais aussi établir les compétences nécessaires dans ce contexte interdisciplinaire. J'ai donc pris mon rôle de détective au sérieux et je suis allée rassembler des preuves. Des documents écrits pour faciliter l'analyse théorique de la traduction juridique et pour servir de preuves pour trouver les typologies textuelles pertinentes, ainsi que des témoignages des juristes, des formateurs, des traducteurs novices et professionnels. Premier témoin, le juriste. Pour moi, s'assurer de la conformité juridique des textes à traduire représente un réel défi. Mais j'ai une stratégie gagnante dans ma manche. Bien connaître les dispositions légales en vigueur et suivre les effets produits par la traduction. Deuxième témoin, la formatrice. En ce qui me concerne, ce sont les exigences du marché du travail, toujours en constante évolution, ainsi que le degré d'adaptabilité à celle-ci, qui rendent la traduction difficile. Mais j'ai trouvé la bonne stratégie, le développement professionnel continu. Dernier témoin, le traducteur. Selon moi, la terminologie juridique soulève de sérieux problèmes. Quelle stratégie cette fois-ci? L'adaptabilité à la culture cible en fonction des besoins du client. Sans se rendre compte, les trois ont avoué la même chose. Le problème consistait à mettre en pratique les principes de l'équivalence, de la conventionnalité, de la fonctionnalité, mais aussi les stratégies concernant les normes déontologiques, pratiques, éthiques, juridiques et les critères linguistiques. Quelles sont mes attentes en ce moment? Contribuer à l'amélioration de l'acte de traduction juridique grâce à une méthodologie efficace et productive pour le traducteur ayant réussi à découvrir les stratégies et les compétences nécessaires pour exercer sa profession. Merci. Merci beaucoup, Andrea, pour votre exposé. Il semble que le chronomètre est encore une fois bloqué, mais j'ai mis le mien, donc vous êtes encore dans les 3 minutes. C'est tout bon, vous n'êtes pas dépassé.
Et on arrive maintenant à Onofrei Ciprian Constantin. Les universités de Cluj sont très bien représentées aujourd'hui. Ciprian vient lui aussi de l'université Babeș-Bolyai de Cluj, étudiant et doctorant à la faculté des lettres. Et il prépare une thèse qui s'intitule Une mythologie du mal, Imago Pestis dans la littérature française du XXIe siècle. Bonjour Ciprian, vous nous entendez bien? Oui. Vous m'entendez bien? Parfaitement. J'aurais une petite question, si c'est possible. Est-ce que je peux allumer en même temps mon chronomètre aussi? Parce que j'ai vu que le chronomètre a la tendance d'être bloqué et j'ai un peu peur. Oui, allez-y. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je l'utilise le mien. Donc, le jury aussi, il a constaté ce petit souci. Donc, ils ont leur chronomètre aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'utiliser. D'accord. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc, 3, 2, 1, c'est à vous. Cher public, je voudrais vous raconter quelque chose de très étrange. Hier, je lisais les romans Peste et choléra de Patrick Deville, quand tout à coup, je me retrouve parlant avec mon ami imaginaire, Alexander Yersin. Oui, lui-même, le célèbre Suisse qui découvrit à la fin du XIXe siècle la bactérie provocatrice de peste. Surpris par ma lecture, Yersin me demande « Tu lis sur la peste au XXIe siècle ? Tu devrais laisser de côté cette maladie ancienne, parle du Covid comme tout le monde aujourd'hui. » J'ai répondu, t'as raison Yersin, c'est une maladie ancienne, mais je ne m'intéresse pas à son aspect médical, comme c'était ton cas. Pour moi, ce qui compte, c'est l'essence qu'elle obtient dans la littérature. J'écris une thèse sur l'image littéraire de la peste. Une thèse sur la peste? Rien de nouveau, manque d'originalité. Au contraire, j'aborde la peste du point de vue du mythe et du mal radical. D'une part, j'insiste sur l'image allégorique de la colère divine qui punit les coupables, et d'autre part sur la racine corrompue de l'homme, le péché originel comme source et manifestation de la maladie. Mais tout le monde sait que c'est une bactérie qui provoque la peste et non pas la racine corrompue de l'homme. Pas en littérature. La peste a toujours été une arme pour l'homme pour accomplir ses rêves et ses ambitions. Qu'est-ce que tu racontes, pauvre doctorant? Tu n'as aucune preuve. Si, j'en ai. Mon corpus littéraire. Lis Par vite revient tard de Fred Vargas, Inquisition de Nicolas Cuche, ou encore Sortez vos morts de Bruno Leidet. Il y est toujours question d'une manipulation politique et religieuse par la peste. Et puis, j'ai distingué la maladie physique de celle spirituelle. Quoi? Même les rats riront de tes idées absurdes. Yersin, la maladie littéraire s'appuie sur la réalité historique et médicale. Pourtant, elle émerge dans des livres non pas par les rats et leurs puces comme en réalité, mais grâce à un réseau riche de significations, des images et des métaphores. Oh, Cyprien, la littérature, c'est autre chose. Oui, Yersin, quand je lis, Machiavel est devant moi et il me parle de la peste à sa façon. Mais est-ce que vous savez comment j'ai clos ce débat? Je lui ai rappelé l'ancien remède contre la peste, qui était en latin Quito longe tarde, qui signifie partez vite, revenez tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ciprian.